Bonjour à tous Bonjour. et bienvenue donc dans cette conférence. Donc, l'intitulé se veut plutôt intéressant. Donc, DevOps, SecOps et FinOps, les liaisons dangereuses. Donc, l'objectif dans cette présentation, c'est de vous montrer un petit peu comment, d'une part, le DevOps et le FinOps et ensuite le DevOps et le SecOps se servent l'un l'autre et se desservent l'un l'autre de temps en temps, et quelles peuvent être les relations qu'il peut y avoir entre ces différents domaines. Alors, on est partis du principe que vous saviez tous ce qu'était le FinOps, le DevOps, le SecOps, donc vous n'aurez pas de définition de ces principes-là aujourd'hui, et on va assez rapidement rentrer dans le vif du sujet. On a aussi construit une présentation qui était très orientée retour d'expérience client. Donc on a essayé de partager à chaque fois des cas concrets qu'on a rencontrés chez des clients, avec des chiffres, avec des vrais use cases. Et donc, pour ma part, je suis Aymeric Taspino, je suis le cofondateur de Cloudier. Cloudier, c'est une société qui est spécialisée dans le FinOps, l'optimisation des coûts sur le cloud. Et j'interviens aujourd'hui avec Armand. Voilà, et je suis FinOps Lead chez Gecko, qui est une société d'experts du cloud AWS. Et je vais commencer la présentation en expliquant en quoi le DevOps et le FinOps peuvent travailler main dans la main pour réduire la facture cloud. Donc alors, DevOps, on peut l'associer assez rapidement, il se prête en tout cas assez bien la méthodologie DevOps à l'agilité, et plus particulièrement à la méthode Scrum, et ils vont souvent de pair. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre roadmap, finalement, quand on travaille dans ces méthodologies, on va pouvoir l'adapter rapidement en fonction de l'évolution de nos priorités, en fonction de l'évolution des nouveaux besoins de notre infrastructure. Et on va pouvoir comme ça avoir un traitement accéléré des incidents qui ont un impact sur les coûts de mon infrastructure. Autrement, lorsqu'on revoit les tickets en cours lors du sprint planning, on peut associer à chacun des tickets, et c'est d'ailleurs ce qu'on fait en général, une valeur business qui va nous permettre de prioriser et de sélectionner les tickets que l'on va réaliser dans le prochain sprint. Donc je vais donner un exemple client là-dessus. Chez un néo-fournisseur d'électricité, au cours de chaque sprint planning, donc il revoit l'intégralité des tickets. Il y a certains tickets qui font partie des tickets dits FinOps, qui vont avoir un impact sur le coût de l'infrastructure. Et donc dans chacun de ces tickets, il tag non seulement le coût de l'opération, donc la difficulté à mettre en place, est-ce que ça va demander un déploiement d'une certaine infrastructure pendant un temps donné, et le gain attendu au niveau des coûts au long terme sur l'infrastructure. Et en fait, grâce à ces tags, lors du sprint planning, on va pouvoir naturellement trier les actions qui ont un fort ROI, en tout cas un ROI potentiel suffisamment élevé pour les traiter, pour les prioriser dans ce sprint. Autrement, le DevOps, ça mène aussi beaucoup à l'automatisation. Donc l'automatisation à travers l'infrastructure as code, par exemple, qui va être basée sur mon repository qui sera versionné avec l'intégralité de mon code, divisé en plusieurs branches. J'ai peut-être ma branche master qui va me servir pour ma production, une branche develop pour ma pré-prod, et ensuite toutes mes features qui vont être dans des sous-branches créées par mes développeurs un peu au fil de l'eau quand ils traitent les tickets. Et ce qu'on va pouvoir faire grâce à ça, c'est tout simplement, grâce à l'infrastructure as code, déployer mon infrastructure de manière automatisée déjà sur la production, ce qui est pas mal. À chaque fois que j'aurai une nouvelle release sur ma branche master, automatiquement, mon infrastructure as code va déployer un environnement tagué comme étant mon environnement de production. Automatiquement, ça va déployer ça sur plusieurs zones de disponibilité. Ça va le déployer en 24 sur 24, 7 jours sur 7. Plein d'automatismes comme ça, et qui vont être différenciés en fonction de ce que je fais. Par exemple, si je crée un nouveau commit sur une branche de pré-production, je souhaite avoir un isoprod, je peux régler mon tag sur ma branche de développement, et automatiquement mon infrastructure va quand même se déployer sur 2AZ pour avoir mon isoprod, mais je sais que je vais en avoir besoin qu'en heure ouvrée, par exemple, parce que mes ingénieurs ne font que de la recette sur cette pré-prod pendant les heures de la journée. Donc automatiquement, je peux avoir mon algorithme de tagging, de tagging qui va taguer mon infrastructure, et mon algorithme de scheduling qui va éteindre mon infrastructure la nuit, les week-ends. Autrement, je peux avoir pour mes features un développeur qui souhaite tester une fonctionnalité bien particulière, ça va lui déployer automatiquement lors du commit
un environnement tagué comme étant une feature, et là, dans ces cas-là, une seule AZ suffira, et on aura un time to live sur l'environnement d'un temps donné, ici 8 heures par exemple, et on sait qu'au bout de 8 heures, quoi qu'il arrive, même si mon développeur a oublié d'appuyer sur le bouton qui va shut down toute l'infrastructure, elle sera supprimée. On ne va pas garder une infrastructure de test en permanence allumée qui ne sert pas forcément. Et en fait, ce fonctionnement-là, je peux le répliquer à chaque fois que je fais un commit, c'est automatisé, et je le fais sur l'intégralité de ma chaîne de déploiement, enfin de mes branches Git sans problème. Encore une fois, un exemple assez concret, dans le secteur de l'assurance cette fois-ci, ils avaient historiquement 4 à 5 environnements, hein, donc on retrouve dev, test, intégration, pré-prod, prod, chacun déployé sur plusieurs AZ pour être sûr d'avoir l'ISO prod, et ça coûtait très cher. C'est-à-dire qu'en fait, on avait des coûts de production qui étaient multipliés peut-être par 3 à 4 pour maintenir tous ces environnements qui ne servaient pas énormément. On voyait les taux d'utilisation des ressources très faibles, mais qui étaient nécessaires pour le travail des ingénieurs en journée. Ils ont mis en place ce type de système. Donc, au sein de leur plateforme CI/CD, ils ne déployaient par exemple que la pré-prod pendant une période nécessaire. Donc, ils avaient des releases toutes les semaines, hebdomadaires, et donc ils ne déployaient la pré-prod que lors des tests d'intégration de la release hebdomadairement. Et grâce à ça, on a économisé 20 000 € par mois en juste modifiant les propriétés de la chaîne d'automatisation CI/CD pour déployer les environnements que quand on en a besoin. Et enfin, un des grands piliers du FinOps, c'est la visibilité des coûts. Donc visibilité des coûts, tout simplement savoir qui dépense quoi sur le cloud, quel utilisateur déploie quelles ressources, qui coûte combien, et plus macro, mon application, combien elle me coûte, pourquoi, quels sont mes drivers de coûts. Et tout ça, on va le réaliser en FinOps grâce à ce qu'on appelle du tagging ou du labeling, qui va en fait tout simplement indiquer sur chacune de mes ressources à quoi elle appartient, quelle application, quel composant applicatif, quelle équipe, etc. Et tout ce principe de tagging labeling va être renforcé par l'infrastructure as code, où on n'a plus besoin d'aller manuellement appliquer des tags. Et il peut y avoir une erreur humaine lorsqu'on remplace une ressource, lorsqu'on fait un test. Et grâce à notre infrastructure as code, on a une compliance écrite, softwarement, de notre infrastructure au niveau du tagging. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai mon ingénieur qui travaille sur son code en local, il fait un git commit sur mes branches de déploiement, je vais créer mes ressources, automatiquement les tags sont positionnés sur toutes mes ressources via mon script d'infrastructure as code. Et en fait, si jamais il y a une ressource qui vient être déployée de manière manuelle, qui n'est plus compliant avec mes règles de tagging, automatiquement elle est détectée, elle est shut down en quelques minutes, et on peut relever l'alerte auprès de l'équipe opérationnelle qui a effectué ce déploiement pour leur dire voilà pourquoi ça a été supprimé, il faut passer par le pipeline de déploiement habituel, il n'y a pas de déploiement comme ça à la volée. On a eu cet exemple chez un fournisseur de services marketing au PME. Et donc ce système de suppression avait été mis en place et ils avaient généré d'importants gains et surtout ils s'assuraient de la compliance de leur architecture par rapport à des règles qui s'étaient définies puisqu'avant il n'y avait rien qui l'assurait. Je vais laisser Aymeric continuer sur... Oui, merci Armand. Donc là on a décrit on va dire le monde idéal, hein, ce qui se passe quand tout va bien, donc quand effectivement le DevOps va venir servir le FinOps et aider à réduire les coûts. Et on a un certain nombre de cas où finalement le DevOps peut même coûter assez cher à l'entreprise. La plupart du temps, c'est lié à des dérives hein, de ce système-là. Le premier élément que je voulais évoquer ici, c'est quand on parle d'agilité, il y a un certain nombre de structures qui peuvent finalement être pas si flexibles que ça dans leur agilité, notamment quand elles sont organisées sur des méthodologies safe, où on va avoir des PSI, donc des trains de sprint, où on a 5 ou 6 sprints d'affilée dans lesquels on a défini des objectifs pour ces sprints-là, puis on doit dérouler les features, où on a aussi des structures qui vont être dans une situation d'hypercroissance. Donc elles sont complètement focus sur les fonctionnalités business ou sur la livraison de nouveaux clients. Et finalement, les actions FinOps, elles ont tendance un petit peu voire complètement à passer à la trappe. Et on n'arrive pas à les prioriser et à les faire passer dans un sprint de manière suffisamment rapide. On a un use case assez précis sur un client, un acteur du secteur bancaire.
on a fait un audit FinOps pour eux, donc on a analysé complètement leurs infrastructures, puis on a identifié qu'il y avait globalement 35% d'économies potentielles sur l'environnement, avec une liste d'actions très précise qui leur permettrait de faire c'est environ 50 000 € par mois d'économies à la cible. Seulement, on n'est juste pas tombé au bon moment, et donc on a eu un PSI, puis 2 PSI, puis en fait on s'est retrouvé assez rapidement avec 5 mois plus tard, pas la moindre action et pas la moindre implémentation FinOps qui était prise en compte. On avait les accords concrets des équipes, ils nous disaient oui c'est des bonnes idées, on va le faire, mais juste on n'arrive pas à le prioriser. Et là, on se retrouve avec une perte, en l'occurrence, de presque 600 000 € pour l'entreprise. Ça représente un certain nombre de TP, ça représente aussi une capacité peut-être de recrutement et de développement pour l'entreprise. Donc c'est important de réussir à prioriser ça. Alors, on a un certain nombre de takeaways qu'on vous propose pour essayer d'éviter ce genre de système-là, si vous vous retrouvez dans ces situations-là. Le premier takeaway, c'est de traiter finalement les sujets FinOps comme presque des incidents de production. C'est-à-dire, si vous avez une action FinOps qui peut vous faire économiser, je ne sais pas, 10 000 € par mois, il faut être conscient que chaque heure passée, c'est de l'argent perdu, et il faut le considérer comme un incident de production avec le même niveau de priorité. Le deuxième point, c'est de faire de temps en temps, une fois par 6 mois, par an, je ne sais pas, un sprint dédié au FinOps. Ça peut être aussi dans chaque PSI, dans chaque train, le 5e sprint, s'il est dédié à l'amélioration continue, pourquoi pas le dédier également au FinOps, c'est-à-dire à l'optimisation des coûts de la plateforme. Et puis une dernière solution, c'est effectivement, comme le disait Armand tout à l'heure, d'avoir systématiquement dans chacun des sprints une user story qui permet de réserver de la capacité pour les actions FinOps, pour des actions d'optimisation. Et qu'on garde systématiquement dans tous les sprints cette tâche-là en priorité pour ne pas trop charger l'équipe et permettre d'intervenir sur ces sujets-là. Le deuxième enjeu, c'est autour de... donc, on a parlé tout à l'heure du continuous integration, du continuous deployment. Est-ce que parfois ça ne génère pas des continuous costs? Et effectivement, on a un certain nombre de clients donc, qui ont pu parfois... Les infrastructures DevOps en tant que telles peuvent coûter assez cher. Les GitLab Runner, toutes les infrastructures qui vont vraiment piloter cette chaîne de livraison continue, au final, ça peut coûter assez cher. Et chez un client, donc, on avait 8 GitLab Runner qui fonctionnaient full-time et qui étaient là pour traiter les jobs à chaque fois qu'un développeur faisait un push. Au final, ça représentait environ 1 300 € par mois. À la taille de la structure, c'était assez important. Et donc, ce qu'on leur a mis en place pour eux, c'est qu'on leur a mis en place un système d'automatisation où, en fait, à chaque fois qu'il y avait une release sur le GitLab, on allait via un API Gateway, via un webhook qui était mis à disposition par Amazon, déclencher une fonction lambda qui allait créer un GitLab Runner uniquement pour 1 heure, en allant chercher les bons tags sur le GitLab, et puis après qui était automatiquement supprimé. Et là, on est sur un gain assez important de environ 15 000 € par an, excusez-moi, sur ce cas-là. C'est un peu le principe de la lumière, en fait. Quand on quitte une pièce, on éteint la lumière, on y pense systématiquement. Ce qui serait encore mieux, ce serait qu'en fait, quand on quitte la pièce, on a un petit détecteur de mouvement qui détecte qu'on n'est plus là et qui éteint automatiquement la lumière. C'est à peu près ce qu'on a fait pour eux, pour essayer d'être bien optimisé sur cette partie-là. On a parlé tout à l'heure un petit peu d'infrastructure as code, on sait tous que c'est vers là qu'il faut aller quand on fait du DevOps, mais parfois ça peut un peu générer des costs as a code. Le principe en fait c'est quand on va donner la main aux équipes de dev de déployer leurs infrastructures directement, via de l'infrastructure as code ou pas d'ailleurs, on leur libère l'accès aux infrastructures et c'est vraiment quelque chose d'assez positif en général, ça fait vraiment partie des fondements du DevOps, qu'on puisse rapidement créer un environnement testé, rater et puis recommencer, etc. Sauf que parfois les utilisateurs ils sont pas forcément conscients de ce qu'ils font, de ce qu'ils déploient et des coûts et de l'impact que ça peut avoir sur leurs infrastructures. Et on a un use case très précis là-dessus avec un des leaders des services aux entreprises. Il a déployé une infrastructure de sandbox qui coûtait environ 1 500 € par mois. C'est un environnement qui a été déployé en janvier. Nous, on a fait un audit en juin, et puis on se rend compte que globalement, l'infrastructure n'est pas du tout utilisée, 0 connexion sur la database, vraiment rien du tout. Alors déjà, on passe 2 mois à identifier qui a déployé ce truc-là, parce que le nom de la ressource n'était pas particulièrement explicite. Donc on cherche quelle entité, quelle équipe. On finit par trouver la personne qui a déployé ça, puis on lui pose la question,
est-ce que tu as vraiment besoin de cet environnement parce qu'il est visiblement pas utilisé. Puis là, il nous répond, et c'est une vraie discussion qui a eu lieu par mail, en échange de mails, ça s'est réglé en 3 secondes une fois qu'on a trouvé la personne. Donc non, là j'ai arrêté mes tests et puis je les reprendrai en décembre, donc j'ai pas envie de supprimer mon environnement. Bon, et juste pour info, ça coûte 1500 par mois. Est-ce que tu es sûr que tu peux pas supprimer l'environnement et le recréer au mois de décembre? C'était un développeur qui était situé en Inde. Quand on lui a dit 1500 € par mois, pour lui, c'était en fait, il a fait le calcul, c'était 3 fois son salaire. Donc, évidemment que je le supprime. Et je ne m'étais pas rendu compte, je le supprime instantanément. Et puis, on est passé à l'optimisation suivante, mais c'est des quick wins parfois qui peuvent être assez importants. Et c'est juste que cette personne-là, elle n'était pas consciente de ce qu'elle avait déployé, et puis personne ne l'avait informée de ce qu'elle avait déployé. Donc, au final, le truc aurait pu continuer pendant des années. Ça se trouve, elle serait partie du projet, et finalement, l'infrastructure a été complètement oubliée. Et ça arrive assez souvent quand on fait des audits chez des clients de trouver des machines qui s'appellent Roger Test 1, 2, 3. Roger, en fait, c'était le stagiaire, il est parti à 4 ans, et voilà. A priori, on n'en a plus besoin, quoi. Voilà. Donc, c'est la boulette, quoi. Alors, le takeaway pour faire ça, c'est sensibiliser les équipes au FinOps, qu'un développeur, quand il lance une action de déploiement d'infrastructure, il est conscient un peu de ça génère des coûts derrière. Supprimer automatiquement les environnements, on en a parlé avec Armand tout à l'heure. Un système de budget avec un monitoring sur les dépenses et un alerting sur les dépenses, donc pouvoir être tout de suite informé sur attention, il y a un truc bizarre, il y a un environnement qui n'est pas normal. Et puis du tagging et du reporting, là c'est vraiment clé pour montrer aux gens qu'est-ce qu'ils dépensent et qu'est-ce qu'ils ont fait sur le cloud. On parle souvent aussi de microservices, ça fait aussi partie des fondamentaux du DevOps. Alors microservice, parfois ça veut un peu dire maxi-facture. Et le réflexe de faire du microservice, il n'est pas toujours hyper positif. Alors clairement, on gagne en agilité. Enfin, je vais pas vous faire la vente du microservice. Je pense qu'on est tous convaincus ici. Mais parfois, voilà, on peut aller un peu trop loin. Typiquement, on a des clients qui ont pu multiplier les plateformes de conteneurisation, presque faire une plateforme de conteneurisation par conteneur limite. Ou en tout cas en créer une par souscription, par business unit, par environnement, et donc se retrouver avec une vingtaine, une trentaine de plateformes de conteneurisation. Pareil pour des app services plans chez Azure, donc pareil, c'est des infrastructures qui sont faites pour être mutualisées, et parfois on va venir multiplier les petits pains. Plusieurs databases as a service aussi. On va créer sur Amazon par exemple une instance RDS à chaque fois qu'on a besoin d'une base, même si c'est une nano ou une micro et que ça coûte qu'une quinzaine, une vingtaine d'euros par mois, à la masse, ça peut devenir assez important. Et c'est exactement ce qui s'est passé chez un client. Il y avait environ 350 databases, des RDS, des toutes petites RDS, c'était des micros. Mais au final, ces 350, elles lui ont coûté 4000 € par mois. Et en fait, s'il avait fait, prenons 3 RDS, une de prod, une de pré-prod et une de dev, sizé pour tenir toutes les databases, il aurait pu économiser quasiment la totalité de ses coûts, puisqu'on tombait à 348 € par mois. Et le pire dans cette histoire-là, c'est que là, pour le coup, ce n'est pas une optimisation qu'on peut faire. Parce qu'en fait, le projet de mutualisation derrière, il est titanesque. Refaire un déploiement de base de données et migrer les chaînes de connexion de 350 applications sur cette nouvelle base de données, bonne chance. Même si on gagne un peu plus de 3500 €, c'est compliqué. Donc là, c'est une dette technique et une dette financière qu'on va traîner pendant des années derrière et dont il est assez difficile de s'émanciper. Donc 45 000 € d'économies potentielles, mais qui ne sont pas des économies potentielles parce qu'elles ne sont pas tant potentielles que ça. Alors les takeaways là-dessus, microservices, ça ne doit pas aller au détriment de la mutualisation parce que sinon, à un moment donné, on ne s'y retrouve plus. Et puis, il faut systématiquement aussi faire l'exercice de faire le costing de son infrastructure dans un modèle microservice, mais aussi dans un modèle peut-être un peu plus legacy, puis voir si on n'a pas des fois des écarts qui sont hyper importants. Typiquement, on a vu un certain nombre de clients créer des infrastructures 3 tiers avec des composants pass dans tous les sens, alors qu'au final, c'est juste une micro-appli web et juste mutualisé sur un serveur web, ça faisait bien le job aussi. On a fait un truc super beau techniquement, mais qui coûte finalement assez cher. Donc, on a parlé un petit peu là du FinOps et du DevOps. On a à peu près les mêmes enjeux entre le FinOps et le SecOps. C'est-à-dire que parfois, la sécurité et le SecOps, finalement, coûtent trop cher. Alors, avant que tout le monde me jette des tomates trop chères, alors on sait que les gens de la sécurité n'aiment pas trop qu'on parle de coûts, parce que la sécurité,
ça n'a pas de prix. Mais trop cher, c'est tout à fait relatif. Hein. L'idée, c'est de mettre toujours en regard l'enjeu, en l'occurrence le vélo, avec le coût, la centaine de cadenas que j'ai installés là, et être certain que, voilà, globalement, mes coûts et mes investissements de sécurité sont en lien avec l'asset que je veux sécuriser et avec le risque dont je veux me prémunir. Et en fonction des contextes, ça doit varier, en fonction des applications, en fonction de la criticité des données, en fonction des environnements. Une règle qui est valable dans un contexte n'est pas forcément valable partout. Alors un exemple très concret, hein, donc une grande partie des organisations, souvent c'est des grosses entreprises qui ont déclenché des move to cloud assez massifs et qui avaient des règles de sécurité legacy sur leur data center qu'ils ont pris telles quelles et qu'ils ont appliquées sur le cloud. En disant, voilà, maintenant, mes règles de sécurité, elles sont valables pour le cloud aussi, et vous faites exactement la même chose. Et ça, ça peut être un peu compliqué. On est tombé chez un client, un leader des matériaux de construction, qui nous disait, il avait défini une règle, qui était une règle historique, tout composant déployé sur le cloud doit avoir un adressage privé. On ne peut pas avoir uniquement un adressage public pour certains composants cloud. Ok, donc ça, dans le cadre d'un APIM, par exemple, un API management le produit API management de Azure, avoir cette contrainte-là, ça force à prendre en fait le niveau premium de l'APIM. Alors, je vous montre pas forcément le détail, mais globalement, le niveau premium, il coûte 2500 € par APIM. Si on le veut redonder sur 2-3 régions, on se retrouve avec 6-7 000 € de coût. Alors, ils ont réduit un petit peu pour la redondance depuis, mais à l'époque, c'était 3 fois le prix, donc c'était 7 500 € d'infrastructure. Là où, en fait, on était sur une application de développement, donc on aurait tout à fait pu prendre un APIM développeur qui coûte 41 € par mois. Là, c'est cette règle, pour un environnement de développement, pour des API qui sont peut-être pas critiques, elle coûte 7 500 € par mois. Et le simple fait de montrer à la DSI, voilà, est-ce que vous étiez conscient que cette règle d'architecture elle coûtait tant sur cet environnement applicatif, ça a permis de débloquer tout un tas de choses. Et donc ils ont adapté en se disant, en fonction de la criticité des environnements, des applications, on peut revenir là-dessus. Alors les takeaways, c'est toujours faire le calcul bénéfice-coût, ne pas appliquer les règles on-prem vraiment ISO au cloud. Il faut essayer de s'adapter un petit peu aux nouvelles technologies. Et puis s'adapter aussi aux environnements, quelle est la criticité de mes données, quelle est la criticité de mon application, et qu'est-ce que j'applique à quel environnement. Ce qu'il faut savoir aussi, souvent on a peur un peu de l'environnement cloud, on se dit que c'est moins sécurisé que l'environnement on-prem. En règle générale, quand c'est bien implémenté, le cloud est beaucoup plus sécurisé que le data center, tout simplement parce que le cloud a des capacités d'investissement qu'on n'aurait pas, nous, en data center. Et donc, investir dans des sondes anti-DDoS hyper performantes sur mon data center, c'est presque pas possible, alors qu'Amazon, eux, ils ont ou Google ou Azure, c'était trop marque toujours, ils n'ont pas d'enjeu particulier là-dessus, ils peuvent faire beaucoup plus gros investissements. Un autre point là, sur la partie SecOps et FinOps, c'est la spécificité du FinOps, c'est qu'il faut toujours un petit peu rester à jour. Typiquement, le cloud public, on sait qu'il va proposer toujours des nouvelles features, des nouvelles fonctionnalités. Et il y a parfois des fonctionnalités, ça nous semble un peu geek, un peu tech, ok, on n'a pas trop envie de creuser. Et ça peut passer en fréquence basse, juste c'est un thread ou un flux RSS sur le truc. En fait, là, si ça se trouve, cette feature-là, elle est hyper impactante pour votre environnement et pour votre implémentation. Et on a eu le cas chez un client, un acteur du secteur bancaire qui avait crypté tous ses objets S3 pour sécuriser l'accès à ces données. Et Amazon, donc avant, le chiffrage, il se faisait au niveau de l'objet S3. Et puis, ils ont sorti une feature pour le faire au niveau du bucket S3. Et cette option-là, qui est toute bête, en fait, sur le volume d'usage du client, ça lui a permis de passer de 4 500 $ par mois à, globalement, une trentaine de dollars par mois. Donc, les optimisations étaient juste massives. Ça passe vraiment en fréquence basse. On se dit, Amazon sort le chiffrage au bucket et puis à l'objet. Ouais, ok, cool. Personnellement, je n'avais pas été hyper impacté par la news jusqu'à ce que je rencontre un client qui payait tous les mois quasiment 5 000 $ de coût KMS. Et je me dis, mais j'ai jamais vu ça, qu'est-ce que vous faites avec votre KMS? Et on a creusé, on a compris.
Donc les takeaways là-dessus, c'est de faire une veille techno assez régulière, hein, et des audits de consommation cloud aussi de manière régulière. Alors ça, c'est assez intéressant, c'est que parfois on pense connaître une infrastructure, on pense connaître les règles de costing d'un service, etc. Et donc on applique ces règles-là pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. En fait, c'est vraiment important de revenir systématiquement à la doc du cloud provider pour avoir vraiment l'état de l'art aujourd'hui. Et ça change vraiment hyper vite. Et on a systématiquement des nouveaux plans, des nouveaux modèles de facturation, des nouveaux types de services qui vont permettre de réduire de manière assez complète la facture. Quand on déclenche un audit chez un client, c'est presque comme si on faisait notre premier audit. On revient systématiquement à la doc du cloud provider pour voir s'il n'y a pas eu de changement depuis les derniers audits qu'on a pu faire et les dernières détections d'optimisation qu'on a pu faire. Et donc pour continuer sur la sécurité, ça ne fait pas que coûter de l'argent. Parfois ça peut nous sauver aussi. Notamment, je vais prendre deux cas particuliers où lorsqu'on fait de la sécurité, on met en place des politiques de sécurité. Des politiques de sécurité, c'est en général un principe de least privilege. Donc s'il y a un incident, au moins la taille de cet incident est limitée, puisque en fait, on ne peut pas déployer illégitimement des infrastructures n'importe où. Ça peut être de manière malicieuse ou non. Un développeur qui, sans faire exprès, va popper 3 fois la prod parce qu'il a cliqué 3 fois sur le bouton parce que ça ne répondait pas. On met en place des mesures de sécurité, hein, donc de la segmentation du MFA et des budgets qui vont là, pour le coup, empêcher les attaques malicieuses sur les identifiants de nos développeurs qui ont des droits de déploiement assez minces. SecOps, c'est aussi le cycle de vie des environnements, donc surveiller quels environnements j'ai déployés où, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a dessus, est-ce que j'ai des données, mais du coup, est-ce qu'ils me servent? Donc c'est la mise en place de monitoring, d'alerting, de reporting sur tous les environnements, donc y compris ceux qu'on aurait pu oublier par ailleurs. Je vais donner un exemple très concret chez un fournisseur de services IT qui en fait n'avait pas de MFA. A divulgué accidentellement une access key secret key AWS sur un repository public. Donc T0, la brèche est ouverte. 5 minutes plus tard, c'est scanné par un acteur malveillant sur GitHub, qui de toute façon aujourd'hui ça marche beaucoup comme ça, hein. AWS le fait aussi pour vous avertir si jamais ça vous arrive. Mais là, AWS est arrivé trop tard. C'est un acteur malveillant qui a scanné d'abord la clé. Et une fois qu'ils ont eu accès à l'infrastructure, ils ont pu déployer des infrastructures sur mon compte, enfin sur le compte AWS de ce fournisseur. Donc les infrastructures, à quoi elles servent? En général, soit elles font du DDoS, soit elles font du mining de crypto-monnaies, mais en tout cas, en général, c'est des infrastructures qui sont assez volumineuses et qui vont en général maxer le potentiel de votre compte AWS. Donc toutes les soft limits, si vous les avez décalées, ils vont aller jusqu'à la limite de votre compte AWS au niveau des coûts, enfin au niveau du nombre de machines et donc des coûts. Alors forcément, au bout d'un moment, on s'en rend compte, puisque notamment il y avait quelques impacts sur les environnements clients qui tournaient dans les comptes. Et au bout de 8 heures, l'incident est complètement résolu, les clés sont supprimées, les ressources illégitimes sont supprimées, l'environnement du client est de nouveau opérationnel. Donc on voit que c'est... Bon, 8 heures, c'était la nuit, le temps que les gens arrivent, se rendent compte des choses, etc. C'est pas non plus hyper lent, mais on aurait pu être plus rapide. Et cette période de 7 heures pendant laquelle il n'y avait plus enfin, il y avait ce déploiement illégitime a généré 10 000 € de surcoût en 7 heures d'infrastructure. Donc on voit qu'en ayant impliqué des politiques de sécurité assez bêtes comme le MFA, qui sont plutôt classiques normalement, on peut éviter non seulement des failles de sécurité et des coûts sur notre infrastructure, mais aussi des pénalités contractuelles envers nos clients, puisqu'on a eu une faille de sécurité dans notre infrastructure. Je voudrais insister sur le fait que 7 heures, c'est hyper rapide pour une intervention. Là, on pourrait faire un sondage, hein, mais parmi vous, qui regarde sa facture Amazon tous les jours ou qui est alerté en cas d'écart quotidiennement? Voilà, mensuellement, éventuellement, parce qu'à la fin du mois, vous regardez, là, il y a un peu plus de monde. Mensuellement, on a quelques personnes. Et tous les 3-4 mois, quand vraiment ça bouge d'une manière un peu bizarre, et c'est les équipes finances, en général, c'est plus de monde.
Quand la carte bleue est bloquée. Exactement. Donc 7 heures, c'est hyper rapide. Hein. C'est, le prestataire en question a eu de la chance d'avoir des impacts visibles. Il aurait pu avoir, ça aurait pu complètement passer en fréquence basse, et parfois pendant plusieurs jours, pendant plusieurs mois, avec des infrastructures malveillantes qui courent sur votre nom, sur votre facture, et c'est vous qui payez. Et derrière, on peut demander au cloud provider. Alors parfois, on peut obtenir un petit peu d'aide, mais la plupart du temps, ça a été fait dans le cadre du contrat. Vous avez fait une erreur, vous, c'est de votre faute, c'est vous qui payez. Tout à fait. Il n'y a pas de. Voilà, je ne sais pas si c'est arrivé à des gens à l'époque sur les forfaits téléphoniques, d'avoir des gens qui faisaient du hors forfait sans s'en rendre compte, etc. À la fin, c'est le client qui paye. Il n'y a pas de cadeau. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut en retenir de tout ça? Est-ce que ça veut dire que tout le monde doit être spécialiste d'absolument tous les sujets qui pourraient être liés de près ou de loin à l'opérationnel? Je ne pense pas, enfin on ne pense pas en tout cas. L'Ops, en fait, le milieu des opérations évolue progressivement. On cherche de plus en plus à avoir une infrastructure performante. Alors qu'est-ce que ça veut dire performante? Ça veut dire performante au niveau technique. Donc je veux utiliser les derniers services de manière véloce, en mettant à jour régulièrement et sans souci mon infrastructure. Ça veut aussi dire une performance au niveau sécurité. Donc on commence à entendre parler de DevSecOps un petit peu. Mais aussi le troisième niveau, machine learning, enfin voilà, on peut en rajouter autant qu'on veut. Nous, tout ce qu'on dit, c'est que le FinOps, ça rajoute un nouvel aspect dans la performance de mon infrastructure. C'est-à-dire que non seulement j'ai une infrastructure qui est performante techniquement, mais j'ai aussi une infrastructure qui est performante au niveau de ma sécurité et au niveau des coûts à la fin du mois sur ma facture. Et en fait, le FinOps, c'est arriver à trouver le bon milieu entre ces trois aspects un peu de la performance de mon architecture qui sont parfois diamétralement opposés, donc il faut arriver à trouver le juste milieu. Et donc les équipes techniques en fait ne doivent pas être expertes financières, ne doivent pas être expertes de la sécurité, en tout cas pas tout le monde. Le but étant principalement d'y être sensibilisé. Et en fait, une fois qu'on est sensibilisé, on va savoir qu'on peut s'appuyer sur notre organisation, sur des process, des méthodes, des outils qui ont été déployés au sein de nos équipes. Et on va aussi pouvoir s'appuyer sur des équipes expertes, internes ou externes, pour nous venir en aide sur des sujets très particuliers. L'idée n'est pas que tous les DevOps doivent être absolument des chefs de tous ces sujets-là. Voilà. Alors, je pense qu'on a un petit peu de temps pour les questions encore. Exactement. Merci beaucoup en tout cas de votre attention et participation. Je crois qu'il y avait une main levée. Non ? Des questions ? On vous désigne sinon. Vous êtes obligé de poser une question. Déjà, est-ce que aujourd'hui, des personnes dans la salle se sentent concernées lorsqu'on parle de FinOps? Est-ce que, j'imagine qu'on a pas mal de DevOps dans la salle, les sujets FinOps, c'est quelque chose qui rythme votre quotidien, ou en tout cas votre travail au moins régulier dans les sprints? Je vois des oui de la tête. Ok. Donc, il commence à y avoir une certaine sensibilité à ces sujets en tout cas. Ok, bah super, merci beaucoup. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, merci beaucoup. Et bonne fin de journée. Merci. Au revoir.